On me demande souvent ce que je préfère entre jouer, écrire, mettre en scène. Et je dis souvent, c'est trois plaisirs très différents. Le plaisir du jeu, c'est un plaisir immédiat. C'est un plaisir instantané. C'est comme du sport, quoi. C'est un truc que quand on joue, on est heureux. On est content et voilà, et c'est super. Le plaisir de l'écriture, c'est un plaisir a posteriori. Quand on écrit, on n'est pas content. On est en train d'écrire quoi sur sa machine. Par contre, quand on a fini sa page, quand on a fini son chapitre, sa journée, son scénario, on est content. On se dit, ah, je l'ai fait quoi. Et la mise en scène, bah, c'est un mélange de tout ça. Alors Alexis, vous êtes une sorte de phénomène dans le théâtre, un Wonder Boy, a dit ma consoeur Armelle Elliot dans le Figaro. Pourquoi? Eh bien parce que tout ce que vous faites se transforme en or d'une certaine manière. Toutes les pièces que vous avez écrites ont été des succès. Depuis Le Porteur d'Histoire, Le Cercle des Illusionnistes, Edmond, qui a remporté 5 Molières, Intramuros. Il y a encore 3 de ces pièces qui se jouent à Paris simultanément, ce qui est une sorte d'exploit. Dans le même théâtre en même temps. C'est ça qui est... c'est le vrai... Il va bientôt y avoir un film sorti de Edmond, que j'ai la chance d'avoir vu et qui est un joli film. Merci. Une BD aussi qui sort. Un parc d'attractions qui commencera mars 2019, absolument. Donc voilà, c'est quand même assez miraculeux. Alors, merci. Quel est votre secret? Eh bien, c'est mon shampoing. Non, j'ai pas de secret du tout. Merci déjà de votre petit portrait plein d'éloges. Évidemment qu'il y a plein de choses que j'écris qui n'ont jamais vu le jour et qui ne verront sans doute jamais le jour. Donc on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est vrai que les pièces qui ont... Vous n'avez que 36 ans quand même. J'en ai même 35. 35, tout à fait. J'aurai 36 ans en décembre. Et voilà. Et donc, mais effectivement, les 4 pièces à partir du Porteur d'Histoire ont connu un succès public, en tout cas très chaleureux. Et qui perdure encore aujourd'hui, mais je vous raconterai que ça a été, c'est pas arrivé comme ça d'un coup. Évidemment, on voit ça, on voit le côté conte de fées, mais avant le Porteur d'Histoire, j'avais monté déjà plusieurs spectacles. Vous aviez été beaucoup dans le off à Avignon, beaucoup, ouais. Mais avec succès à chaque fois aussi. Oui, mais succès, tout est relatif. Moi, la première fois qu'on est venu à Avignon dans le off, c'était en 2005 avec un spectacle qui s'appelait Une folle journée, d'après le mariage de Figaro. Et on était dans une salle de 88 places, la condition des soies. On n'avait aucune idée de ce que c'était Avignon. Vraiment, on n'avait concrètement aucune idée de ce que c'était Avignon. On pensait que c'était un festival où on venait pour jouer un spectacle et c'est tout. Qu'il n'y avait pas d'acheter un spectacle, il n'y avait pas d'économie théâtrale, on n'était pas du tout au courant de ça. Et quand quelqu'un est arrivé, il nous a dit est-ce que vous avez un dossier de presse ou on a dit un quoi? C'est-à-dire on ne savait pas qu'on pouvait vendre ce spectacle. Et voilà, mais la première fois qu'on a joué à Avignon en 2005, on a tracté pendant des jours et des jours en disant allez, une place achetée, une place offerte. Et la salle était pleine à la première et on s'est dit c'est génial, c'est un succès. Pour moi, c'était un grand succès. Tout est relatif en fait. Et puis il y a eu des pièces où parfois après, on n'a pas rencontré le public. Vous avez fait un Shakespeare à Avignon? Ouais, j'ai fait un comédie musicale. Oui, la Mégère à peu près apprivoisée. Tout à fait, pour ceux qui l'ont vu, j'imagine. Et qui, encore une fois, à nos yeux, c'était un succès parce qu'on l'a joué beaucoup. On l'a joué 300 fois sur 5 ans. Et c'est une pièce, mais malgré tout, aux yeux de nos producteurs, c'était pas un succès parce qu'ils avaient perdu un peu d'argent. Alors que ça jouait, alors qu'il y a eu des salles pleines, alors qu'il y a eu plein de choses belles qui nous sont arrivées, des tournées, etc. Donc le succès, c'est vraiment relatif. Ouais. Mais alors, est-ce le fait d'avoir eu un père artiste peintre, une mère traductrice qui est anglaise d'ailleurs, donc traductrice d'anglais, qui vous a peut-être fait découvrir Shakespeare? Qu'est-ce qui vous a donné envie du théâtre? Vous êtes totalement bilingue, je crois. Oui. J'ai grandi effectivement. J'ai eu la chance déjà de grandir à Paris et dans le 18e et d'avoir une éducation très culturelle, on va dire, en tout cas une exposition au monde culturel. Mes parents étaient, on va dire, de la classe moyenne intellectuelle et ils nous emmenaient, mon frère et moi, au musée, dans les bibliothèques, au théâtre, enfin toutes ces choses-là. Et puis on n'avait pas de télévision, donc on a découvert par le cinéma ce que tout le monde a découvert par le petit écran. Et voilà, et ça m'a donné le goût du théâtre très tôt. Ils avaient plutôt
plutôt bon goût, donc il nous a emmené voir Peter Brook, Ariane Nochkine, Simon McBurney. Donc j'ai eu des chocs théâtraux assez tôt, quoi. Et puis moi, je voulais juste être comédien. C'était vraiment. Le premier choc de théâtre, celui qui a déclenché votre vocation, c'était quoi? Je sais pas, mais en tout cas de ce que je vous ai cité, je crois que Mnémonique de Simon McBurney, je devais être ado. Vraiment, je me suis dit ah oui, c'est fou, on peut faire mieux que le cinéma au théâtre, quoi. On peut utiliser la vidéo, on peut utiliser le son, ah oui, on peut raconter une histoire extraordinaire, quoi. Puis même on peut sortir de la scène. Au début du spectacle, je me souviens, il faisait passer des masques d'avion dans le public et puis une feuille d'arbre. Et puis il commençait en faisant un long prologue sur la mémoire et qu'est-ce que c'était la mémoire. Et puis au bout d'un moment, il disait bon bah maintenant on va essayer de plonger dans notre mémoire. Il éteignait la lumière. Et puis on devait mettre le masque d'avion et puis toucher la feuille. Et puis on était complètement en train de se dire mais qu'est-ce que je fais là? Je suis au théâtre. Et puis finalement, à un moment, le monologue continuait et puis les lumières se rallumaient. Et puis il disait maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis on ouvre les yeux. Et puis en fait, il était sur scène, Simon McBurney donc. Vous vous souvenez, vous avez vu ce mec, et il avait lui-même un masque d'avion sur le visage. Et en fait, la voix continuait, mais c'était plus lui qui parlait. Et puis tout d'un coup, son téléphone sonnait. Et puis le spectacle commençait comme ça. Et je me disais mais c'est incroyable cette façon de plonger dans une histoire, quoi. Donc voilà, ça a été, je pense, un gros choc. Puis il y en a eu d'autres, évidemment, le costume de Brooke. Vous aviez d'ailleurs travaillé avec sa fille, Irina Brooke, vous avez joué Roméo et Juliette. Absolument, à 18 ans. À Chaillot. Ouais, à Chaillot et en tournée et en Suisse et tout ça. Et ça a été, je pense que c'est elle qui m'a donné le goût de la mise en scène ou la notion de mise en scène. C'est-à-dire Comment ça? Comment? Eh ben, avant ça, moi j'avais juste envie d'être acteur. J'écrivais pour le plaisir, comme on écrit quand on est un peu ado et boutonneux et misanthrope, quoi. Mais sinon, vous n'avez pas l'air misanthrope pourtant. Vous non, avez mais j'ai plus de boutons, donc ça va. Merci Roi Cutane. Et en fait, non, mais donc voilà, et donc je suis rentré. J'ai eu la chance déjà de passer cette audition parce que dès le bac, j'ai trouvé un agent, etc. Je me suis un peu démerdé tout seul, et j'ai eu la chance de tomber sur Irina qui. En plus, je pense que le fait que j'étais à moitié anglais, ça l'a pas dérangé non plus. C'était un peu, ça lui parlait aussi. Et à moitié polonais par votre père, c'est ça? Un quart polonais. Mon grand-père était polonais, ma grand-mère était australienne du côté de ma mère. Ouais, voilà. Donc ça fait un petit mélange. Et du coup, Irina, en fait, elle a une façon. Moi, avant ça, j'avais fait du théâtre à l'école, quoi, au collège, au lycée, où on montait une pièce avec les profs, et c'était déjà génial. Hein. Moi, j'avais l'impression de jouer ma vie. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Très tôt, c'était. C'était quoi le plaisir d'être le plaisir acteur, du jeu. Là Alors c'est marrant, mais j'anticipe un peu, mais on me demande souvent ce que je préfère entre jouer, écrire, mettre en scène. Et je dis souvent c'est trois plaisirs très différents. Le plaisir du jeu, c'est un plaisir immédiat, c'est un plaisir instantané. C'est comme du sport, quoi. C'est un truc que quand on joue, on est heureux, on est content, et voilà, et c'est super. Le plaisir de l'écriture, c'est un plaisir a posteriori. Quand on écrit, on n'est pas content. On est en train d'écrire, quoi, sur sa machine. Par contre, quand on a fini sa page, quand on a fini son chapitre, sa journée, son scénario, on est content. On se dit, ah, je l'ai fait, quoi. Et la mise en scène, c'est un mélange de tout ça. C'est un plaisir différent. Il y a le plaisir de l'instant, mais c'est surtout un plaisir de meneur, de leader, chef de bande. Ouais, de chef d'équipe. Il faut aimer ça. Il faut aimer les responsabilités. Il faut aimer dire, allez, on va prendre tout le monde et on va monter la montagne. Et puis il y a le plaisir quand même a posteriori, une fois qu'on a fini sa journée, une fois qu'on a rentré tout dans les temps et une fois qu'on a fini son spectacle, quoi. Voilà, donc le plaisir du comédien, c'était instantané. Et effectivement, tout d'un coup, Roméo, c'était pour jouer Roméo dans Roméo et Juliette à 18 ans. Enfin bon, je me suis dit, ça y est, c'est la fête, quoi. Imaginez par rapport à l'adolescent boutonneux de 14 ans. Et comme là, ça, tout de suite, Roméo. Eh ben oui, ouais. T'as du pot quand même. J'ai eu du bol. Mais après, la chute a été... Parce que moi, je me suis dit, ça y est, attends, si je commence comme ça, c'est fini. Spielberg va m'appeler le mois prochain. Il m'a pas appelé, il m'a toujours pas appelé. Et voilà, et donc et quand on a commencé à bosser avec Irina, en fait, et ben tout d'un coup, pendant une semaine, on a joué à la balle aux prisonniers, on a fait des impros, on a fait des chansons. Enfin, c'était la colo, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette... Enfin, tout d'un coup, c'est pas juste on dit le texte et on parle fort et on projette. Non, il y a autre chose qui se passe. Et après, on se mettait à table et on commençait à partir sur une scène et on en parlait et puis on réinventait la scène et puis on changeait les dialogues. C'est du Shakespeare, hein. Moi, je disais, ah bon, on peut faire ça, on a le droit de faire ça. Et puis tout d'un coup, on amenait une chanson, et puis tout d'un coup, ça devenait complètement autre chose. Et c'était
dingue. Et autour de moi, en plus, comme elle a quand même l'habitude de s'entourer de gens qui viennent vraiment d'horizons très très différents, il y avait un danseur de hip-hop malentendant, il y avait un slammer à côté, il y avait des mecs qui faisaient du beatbox, ils savaient tout faire, ils savaient jouer des instruments, il y avait des Belges qui avaient tout joué. Moi, j'étais au milieu de tout ça, à ne savoir rien faire, quoi. Vraiment, je disais juste les mots, quoi. Et ça me semblait. Et des acteurs fabuleux, quoi. Donc, c'était extraordinaire sa façon de fédérer et de créer un groupe. Et ça m'a marqué le côté. Bon, bah, d'abord, avant tout, pour faire un spectacle, il faut faire un groupe, quoi. Et ce groupe, ça vient des parties de foot. Et voilà, tout ça. et tout ça, ça contribue à faire une troupe, en fait. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est la mise en scène où j'ai appris qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. En fait, que c'est pas parce qu'il y avait un texte qu'on devait juste bêtement dire le truc. Et non, elle avait ce côté, bah, en fait, on en fait ce qu'on veut. Bon, il est mort, Shakespeare, donc ça aide aussi. Mais voilà, on pouvait vraiment prendre cette liberté-là. Et quand je suis revenu à 19 ans dans mon conservatoire municipal, que j'avais quitté en disant salut les gars, je vais jouer à Chaillot Roméo. Et ben, je suis revenu et puis je me suis dit mais c'est marrant, ils jouent de manière hyper classique les élèves. Bon, j'avais un gros ego, hein. Mais effectivement, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils font pas, ils inventent pas autre chose sur cette scène, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils la font pas au téléphone portable? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas en train de jouer au tennis? On peut tout faire avec la mise en scène. Et je crois que ça a été voilà la graine qu'elle a plantée. Et d'ailleurs, avant le porteur d'histoire, bah, ça a été que des classiques revisités. La Mégère, le mariage de Figaro, etc. Je partais de classiques que je réécrivais déjà, mais voilà, elle m'avait mis ce goût de on peut faire des choses. Elle a un amour du public. Enfin, clairement, elle fait vraiment des spectacles pour le public et pas pour la critique. Et elle m'a transmis ça aussi. Je pense elle a mis une petite graine de bah voilà, essaie de trouver ta voix dans ce que tu as à raconter et tu vas voir le public va venir, quoi, en fait. Enfin, voilà. Et le public est venu. Pas tout de suite, mais il est au bout d'un Mais moment. alors, ce qu'il y a de drôle dans votre parcours, c'est que vous avez la chance d'être reçu au Conservatoire national d'art dramatique, dont rêvent tous les jeunes comédiens, à la rue Blanche, et que vous... Non, pas à la rue Blanche. Non, conservatoire dramatique, bon. À Paris. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Et vous de laisser votre place. Ouais. Et vous voyez, ça m'a pas trop mal réussi, a priori. Mais quand même, quand on est jeune comédien, c'est un orgueil démesuré. Il y a de ça, je pense. De mais penser, vous m'avez pris, mais bon. Ouais, non, mais merci, non. En fait, non, mais c'est pas ça. C'est que j'avais eu la chance de faire un an avec Irina et donc d'avoir touché du doigt quelque chose qui ressemble à du théâtre professionnel, en fait. Et puis je me suis retrouvé à passer le conservatoire et puis je me suis retrouvé à rencontrer, parce qu'à l'époque il y avait un stage entre les deux derniers tours et j'ai rencontré des profs, certains où je me suis dit ah ils sont super et d'autres où je me suis dit ah, si je passe 3 ans avec eux je vais me tuer, quoi. Et donc pourquoi parce que trop, parce qu'un classicisme trop, parce que une vision du théâtre un peu rétrograde, quoi, un truc où moi j'avais 18-19 ans et j'avais envie d'avoir des gens qui me font rêver et pas qui voilà, qui est dans la scansion des vers et enfin pour moi on n'était plus dans le même monde, quoi. C'était un truc qui appartenait à un monde fini, quoi. C'est quoi un théâtre rétrograde pour vous? Non, mais c'est ce dont Brooke parle dans l'Espace Libre, où il parle du théâtre sclérosé. Voilà, c'est un truc où on n'est pas en connexion, et je pense que ça va faire sens quand on va parler un peu des spectacles, mais on n'est pas en connexion avec ce que le monde nous offre autre que ce qui se passe sur ce plateau. On sait pas, c'est comme si on faisait complètement abstraction du fait qu'il y a des séries, qu'il y a des films, qu'il y a des BD, et que voilà. Oui, mais quand vous montez Edmond, par exemple, vous Ouais. avez l'impression d'être en connexion, alors que ça se passe en 1897 avec le monde d'aujourd'hui? Oui, parce que c'est très cinématographique la façon dont j'en parle. Je suis en connexion parce que la pièce est un scénario. En fait, il y a pas. C'est la manière de raconter. C'est la manière de raconter, c'est la Parce forme. que même c'est le porteur d'histoire, ou le cercle des illusionnistes, plutôt très Houdin, cinématographique. Le sujet est ancien, mais c'est très cinématographique la façon de raconter. C'est des courtes scènes. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un décor unique. Au niveau narratif, vraiment, c'est plus cinématographique que théâtral. on sent l'influence des séries aussi, Complètement. peut-être.
Ah oui, oui, complètement, complètement. Mais donc voilà, pour finir sur le conservatoire, en tout cas pour ces raisons et puis pour d'autres, je me suis dit, mais en fait, je vais être très malheureux ici, ça se trouve. Et en plus, le directeur qui était à l'époque Claude Stratz, qui est mort depuis, m'a pris à part entre deux tours. Il m'a dit, bon, je vois que vous avez quand même un petit peu travaillé. Est-ce que vous n'allez pas nous lâcher dans 6 mois? Ce serait dommage, vous allez prendre la place de quelqu'un. J'ai dit oui, c'est possible, mais en même temps, si je pars maintenant avant le 3e tour, bah, on me dira ouais, mais tu dis ça parce que tu l'as pas eu et t'es frustré quoi. Donc j'ai dit bah écoutez, je vais le passer et puis on verra après. Donc j'ai passé le concours et puis après je suis monté le voir. Je dis bon, vous avez raison, je vais vous signer un truc comme ça, vous allez repêcher quelqu'un et moi j'irai pas au conservatoire et puis tout le monde sera content en fait. Et on me parle encore de cette histoire alors que si j'étais allé, bah je serais juste allé au conservatoire quoi. Est-ce que ça vous a servi à repérer des jeunes comédiens, le conservatoire? Parce que comment vous constituez votre troupe? Eh C'est ben, très important, votre groupe. C'est sûr. Moi, je pense que c'est même la principale qualité, enfin, c'est l'importance principale d'une école, c'est ça. C'est la constitution d'un réseau et de gens avec qui on va continuer à travailler au cours des années suivantes, quoi. Et effectivement, de mon conservatoire municipal, eh ben, je suis encore en contact avec plein de gens. Il y a plusieurs acteurs que j'ai connus sur le premier spectacle avec qui je travaille encore aujourd'hui. Régis Vallée qui a fait tous mes spectacles, et ben, on s'est rencontrés au conservatoire municipal. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'appeler des mecs que j'ai pas vus depuis 10 ans et de dire qu'est-ce que tu fais? Viens donc passer une petite lecture parce que je me souviens d'eux et que je sais que c'est des bons comédiens. Et que, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un bon comédien pour vous? Un bon comédien, c'est quelqu'un. En fait, moi, j'ai des besoins particuliers. C'est-à-dire que. Ah. Ouais. C'est très pragmatique ce que je vais dire. Mais en fait, il se trouve que maintenant, mes pièces, je sais qu'elles vont durer un certain temps. Donc, comment ça, vous le savez? Comment vous pouvez savoir? Ça peut toujours ne pas marcher. Mais si ça marche, comment ça veut dire que vous appliquez des recettes? Alors, il y en a une, en tout cas, que j'applique, c'est que dans mes pièces, il n'y a pas de tête d'affiche. Vous l'avez remarqué. Donc, c'était pas du tout quelque chose de prémédité. Le porteur d'histoire, c'était un accident, son succès. L'histoire du porteur d'histoire, c'est que à ce moment-là, j'ai essayé de monter justement une autre pièce, le Chapeau de paille d'Italie, juste après La Mégère à peu près apprivoisée et un Roméo et Juliette qu'on avait monté aussi un peu en réadaptation. On essayait de monter le Chapeau de paille d'Italie. Et donc, on travaille 2 ans sur ce projet. Chacun des membres de la troupe apprenait un instrument de musique. Moi, j'ai appris la trompette, très mal. Et on travaille dessus et on cherche des producteurs, on monte tout ça et puis on trouve un producteur intéressé, je ne vais pas citer mais peu importe, et on fait une lecture devant plein de gens. Et vraiment c'est beaucoup de travail. Et puis il dit bon bah tout le monde dit c'est super, il faut y aller. Et puis on était 10, on était jeunes, il n'y avait pas de tête d'affiche et donc au bout d'un moment le producteur dit non c'est trop risqué, on n'y va pas. Et tout le monde se couche et 2 ans de travail partent en fumée parce que personne ne veut produire ce truc. Et là-dessus, à ce moment-là, mon camarade Benjamin Bellecourt, qui est lui-même écrit, qui produit, qui avait produit Roméo et Juliette, qui était co-directeur du Ciné 13 Théâtre, me dit écoute, j'ai un festival dans un mois, c'est un festival de création contemporaine, d'écriture contemporaine, et j'ai un auteur qui vient de me lâcher. Est-ce que tu peux me faire un truc là pour dans un mois ? Et je dis, bah, dans un mois, ouais, j'ai une histoire en tête depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une création au théâtre, de ne pas faire une reprise d'un classique. Je dis, bah, j'ai quelque chose en tête, je peux essayer de le faire pour dans un mois. Et je dis, c'est quel format? Il me dit, bah, 52 minutes, parce que c'était sur le thème série, etc. Je dis, ok, 52 minutes, ça peut coller, je vais faire la moitié de ce que j'ai en tête, et on va s'arrêter en plein suspense. Et donc, je suis allé chercher des acteurs, et je leur dis, bah voilà, je vais vous raconter l'histoire, j'ai envie de la créer d'une manière un peu particulière, j'ai pas envie de l'écrire à table tout de suite, donc je vais vous la raconter pendant 40 minutes, je vais mettre mon dictaphone, et puis comme ça, au fur et à mesure, bah, ça va peaufiner mon histoire. Et donc, je raconte pendant une semaine, 10 jours, je trouve les 5 comédiens qui vont jouer dedans, et ensuite, on a répété pendant 2 semaines. Une partie des textes, ceux qui étaient dans le passé, dans le porteur d'histoire. C'est-à-dire improviser à partir de la trame? C'est pas improvisé. Non, la trame, elle était vraiment très précise. C'est pas de l'impro. On n'a pas trouvé l'histoire là. L'histoire, elle vous était l'aviez écrite? En fait, j'avais écrit un canevas juste avant de démarrer. Certaines scènes, celles qui se passent dans le passé, étaient écrites à la table, quoi. Et puis les scènes contemporaines, il y avait juste le canevas. Et d'abord, on commençait à décrire qui va jouer quoi, etc. Puis ensuite, on partait dessus et en gros, on trouvait les dialogues au plateau. Et une fois que les dialogues naissaient, en fait, le but, c'était que la partie contemporaine, elle ait un côté extrêmement naturel, où ça se culbute, où les répliques peuvent parfois être un peu dites en même temps, etc. Et on trouve ça, et une fois qu'on trouvait ça,
Moi, j'enregistrais la scène sur mon dictaphone, je rentrais chez moi et je réécrivais la scène et je la fixais. Et le lendemain, le texte était fixé, quoi. Bon, on travaille comme ça pendant 2 semaines, on crée 52 minutes de spectacle, donc la première partie du porteur d'histoire, et ça devait se jouer 3 fois au Ciné 13 Théâtre, et c'est tout. C'était un labo, ça devait jouer 3 fois au Ciné 13, on joue ces 52 minutes. Dans la salle, il y a Colette Nucci du Théâtre 13 qui dit « J'adore, ramenez-moi ça au Théâtre 13 » en septembre 2012, on était en janvier 2011, donc 1 an et demi plus tard quand même, donc on n'est pas... Et il y avait les garçons des Béliers d'Avignon qui ont dit bah, « Viens le faire à Avignon cet été ». Donc on se dit super, à ce stade je me dis super, on vient de perdre 2 ans de boulot avec le chapeau de paille d'Italie, mais au moins on a un spectacle qui fera un Avignon, un Théâtre 13 et probablement 10 dates de tournée, et on n'aura pas perdu notre temps, puisque pour un truc créé en labo qui a rien coûté, on a cherché les costumes chez Guérissol, enfin il n'y a pas de décor, on a emprunté les tabourets à de la famille, etc. C'est une bonne opération, quoi. Et il se trouve qu'on le joue à Avignon, que ça remporte un grand succès, mais encore une fois, le succès est relatif. Ça remporte un grand succès dans une salle de 80 places, donc forcément, c'est bien, mais c'est pas non plus le triomphe de l'année, quoi. Mais ça commence à faire son chemin, et puis en fait, ça a vraiment commencé. On a refait un Avignon l'été d'après, et puis on a fait le Théâtre 13, et là, il s'est passé un truc, effectivement, avec la presse extraordinaire. D'ailleurs, mon attaché de presse, Pascal Zelser, est dans la salle, et il a commencé à se passer un truc là, où tout d'un coup, on a eu 40 articles, des files d'attente. Au Théâtre 13, ils n'avaient jamais vu ça, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe? Des panneaux cherchent une place, enfin vraiment, c'était... Mais c'est vrai, hein, je déconne pas, hein. Et nous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, avec ce truc qui est un ovni, qui n'est pas une comédie, où au début, les acteurs ont Marcel Blanc. Enfin, il y a un truc très étrange. Et ensuite, Stéphanie Fagado du Studio des Champs nous dit, bon, venez le jouer au Studio des Champs. On avait joué Roméo et Juliette là-bas. Ça s'était pas mal passé. On avait perdu un peu de sous et on n'avait pas rempli la salle, mais on avait joué 2-3 mois, ça s'était bien passé. Et donc, elle dit, venez. Mais nous, on se dit, mais dans le privé, les places sont plus chères, c'est pas de tête d'affiche, c'est pas une comédie. Est-ce que ça va marcher, quoi? Je vois mal des gens payer 32 € pour le porteur d'histoire. Bon. Et finalement, le bouche à oreille du Théâtre 13 crée un appel d'air, et finalement on démarre plein, et ça dure, et ça dure. Et on devait jouer de février 2012 à juin 2012. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour vous? C'est la narration, le goût de l'histoire, les récits qui s'emboîtent, qui s'enchevêtrent Peut-être. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais je termine mon récit. Parce que avant d'analyser, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas arrivé d'un coup. C'est que le succès du porteur d'histoire, en tout cas, c'est quelque chose qui est venu sur la durée. Donc c'est pas on se réveille et en fait le spectacle fait un carton. C'est 5 ans plus tard, on se retourne et on se dit mais on est toujours en train de jouer, quoi. C'est ça la différence. C'est qu'on le voit pas. C'est pas comme Edmond où la salle était pleine, c'était un triomphe, ça marchait très bien. Non. Et donc on devait jouer 3-4 mois au Studio des Champs, et il devait y avoir un autre spectacle en septembre d'après, et on était très contents parce que ça marchait. Sauf que le spectacle s'est cassé la gueule. Donc ça allait pas se monter. Ils nous ont dit continuez en septembre. Bon, très bien. On a continué en septembre, et puis ils ont dit faites la saison. Donc on a refait la saison, puis ensuite le spectacle qui devait se reprendre en septembre s'est aussi cassé la gueule. Donc en fait on a fait 3 ans au Studio des Champs plein. Donc et c'est comme ça qu'est né le porteur d'histoire. Et maintenant, je reviens sur cette méthode ou cette recette. Parce que cette recette, vous l'avez appliquée en gros à tous vos autres spectacles. Par la suite. Mais comment c'est arrivé? Encore une fois, c'est arrivé par hasard, parce qu'on ne l'avait pas prévu que ça dure aussi longtemps. On avait commencé à vendre des dates de tournée, en fait. Donc on avait une tournée qui était prévue pour le porteur d'histoire. Et là, tout d'un coup, le studio dit prolongeons. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On a le studio, on va pas dire non parce que c'est plein et c'est génial, mais en même temps on a une tournée. Donc on est allé voir les acteurs, on leur a dit écoutez, on va former une deuxième équipe. Vous allez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire la tournée, vous faites la tournée. Vous revenez à Paris quand vous voulez. Vous avez créé le rôle, vous avez priorité sur le truc, et on va faire une deuxième équipe qui va assurer le reste, quoi. Donc on a créé une deuxième équipe en se disant est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Le jour où ils ont démarré, en fait, on a vu les mêmes critiques sur Bière-et-Duc et les mêmes trucs. Donc les gens, ils étaient dans le même plaisir. Donc on s'est dit, ça marche pareil. Effectivement, ça a marché pareil. Et du coup, il y a eu une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Aujourd'hui, on a, je ne sais même pas combien d'équipes jouent le porteur d'histoire. C'est vraiment, Vous êtes un chef d'entreprise alors, Alexis Michalik. Moi, je me considère plus comme un entrepreneur que comme un artiste. Parce que j'aime ça, moi. J'aime donner du travail à des acteurs. C'est-à-dire que à ce stade, personnellement,
mis à part flatter mon ego, que le porteur d'histoire continue à jouer à Paris, c'est pas si important pour moi perso, Alexis Michalik. Par contre, le fait que ça fasse travailler 30 comédiens et qu'ils soient heureux de le défendre et des régisseurs et que ça continue à partir en tournée, mais ça n'a pas de prix, quoi. Je trouve ça génial en fait. Tellement mieux que d'aller cachetonner sur un truc qu'ils aiment pas, quoi. De jouer un texte qu'on aime, qu'on défend. Mais vous n'avez pas envie de vous acheter un théâtre avec tous vos bénéfices et puis de pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est la liberté. Et quand on achète un théâtre, on est attaché à ce théâtre. Donc voilà, pour répondre pour finir sur cette méthode, c'est que voilà, on s'est rendu compte que effectivement, en changeant de distribution, ça pouvait continuer et le spectacle pouvait se jouer en fait sans limite de temps, parce que économiquement, et on est vraiment dans de l'économie puisque c'est du théâtre privé, économiquement, 5 acteurs sur scène, une salle de 200 places, le spectacle peut être à l'équilibre et ça peut jouer tant qu'il y a du monde dans la salle. Donc, on a appris que c'était possible, ce système. Et ensuite, le cercle des illusionnistes est arrivé, ça a coûté plus cher, il y avait de la vidéo, il y avait tout ça. Et le cercle a eu la même trajectoire. Et donc, on s'est dit, il va falloir avoir des remplaçants, etc. Et ça a continué. Edmond est arrivé, ça a connu un succès énorme. Et pareil, on a vendu la tournée. Toujours avec la même méthode de travail. Vous pensez à une histoire. Oui, bien sûr. Vous la faites, vous la partagez avec votre troupe. Non, ça, non, pas du tout. Non, ça. Excusez-moi, je pensais qu'on était sur le côté multiple troupe, parce que c'est ce côté multiple troupe qui permet que les spectacles se jouent si longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que en fait, le public ne vient pas voir un acteur, il vient voir un spectacle. Et parfois, les gens me disent oui, mais c'est toi la tête d'affiche. Et je dis pas du tout. La tête d'affiche, c'est le spectacle. Moi, je peux avoir un spectacle qui marche, un spectacle qui ne marche pas. Le spectacle, c'est lui qui fait son propre bouche à oreille, en fait. Et ça, c'est l'école avignonnaise. C'est-à-dire que, non, oui, mais enfin, si c'était que la troupe ou le spectacle, vous auriez eu plein de gens qui auraient fait la même chose avant vous, non ? Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, sur mon nom, il y a peut-être des gens qui vont venir voir les premiers jours, mais si le spectacle est mauvais, il n'y aura pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura du monde qui ira voir Edmond, super, mais si je fais un mauvais spectacle, ça ne va pas se basculer automatiquement, quoi. Le bouche à oreille se fera lui-même. Chaque spectacle a son propre bouche à oreille. Mais ce que permet cette distribution sans tête d'affiche, c'est qu'effectivement, le spectacle dure. Et quand on rencontre en plus un théâtre comme le Palais Royal, qui est Francis Nani, qui a une vision du théâtre... à l'ancienne, où il dit tant que ça marche, ça joue, ok, très bien. Ou les béliers qui disent non, on a un spectacle qui est rempli, on joue, quoi. Donc en plus, le porteur d'histoire, c'est à 19h, ça leur permet de programmer ce qu'ils veulent à 21h, que ça marche ou pas, il y a le porteur d'histoire qui paye le tome, c'est merveilleux, quoi. Comme c'est hyper. Donc voilà, donc c'est ce système qui est né par accident, en fait. C'était pas dans ma tête un stratagème de je vais faire des pièces qui durent 5 ans. Le porteur d'histoire, si quelqu'un avait dit quand le porteur d'histoire était écrit, alors ça va rapporter un paquet de pognon. Personne n'a jamais dit ça. C'était tellement un labo, quoi. C'était un truc qui était censé jouer 3 fois, quoi. Est-ce qu'il y a des points communs entre vos spectacles, entre ces... Bien sûr. Lesquels alors ? Cette mise en scène, déjà étant comédien, moi j'ai quelque chose où je veux que les comédiens au plateau, ils aient quelque chose à faire, quoi. C'est-à-dire que ça me rend malade quand je vois un spectacle et qu'il y a un acteur qui vient pour dire 3 lignes et qui repart. Parce que je sais que même s'il est payé, il est frustré de venir pour 3 lignes. Un comédien, je vous le disais tout à l'heure, il est heureux quand il joue. Donc, sur le plateau, je veux que tous mes comédiens y jouent autant, l'un que l'autre. Aussi parce que, et c'est une vision un peu utopiste et un peu presque communiste, aussi parce que c'est une société où si jamais ils ont tous, non pas la même chose à faire, mais autant à faire, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de hiérarchie sur le plateau. Il n'y a pas un rôle principal qui dicte aux autres ses envies et puis des gens autour qui servent la soupe. Non, chacun a son moment, chacun a son rôle, chacun a son importance. Donc vous écrivez des rôles à peu près équivalents ? Non, je fais une distribution équivalente. Je me limite pas dans l'écriture. Quand j'écris, en fait, je pense à l'histoire et ensuite je réfléchis à comment est-ce que je distribue ces rôles. Oui, on peut avoir plusieurs rôles. Voilà, et les acteurs jouent plusieurs rôles d'ailleurs, c'est le cas, et ça leur permet d'être tout le temps au plateau ou d'avoir tout le temps quelque chose à faire. Donc ça, c'est commun à tous les spectacles. Porteur, Le Cercle, Edmond, Intramuros, ils sont tous tout le temps en train de faire quelque chose. Et encore. D'autres choses. Comme point commun. Peu de décors. Encore que dans Edmond, il y en a quand même quelques-uns. Et dans Le Cercle, il y a quand même une narration qui s'emboîte.
Oui, encore que pas dans Edmond, mais Il y a des non. intrigues parallèles quand même. Alors, bon, je vais vous dire tous les trucs. Le Porteur, le Cercle Edmond, c'est ma trilogie de la Belle Époque. Alors, chacune fait référence au 19e siècle parce que c'est une période que j'adore, c'est le siècle du théâtre, donc il y a un peu tout ça, et d'ailleurs il y a des petites passerelles entre chaque. Euh, Chacune, Intramuros je la mets à part parce que c'est justement après cette chose, mais chacune a une vision, je pense, un peu chorale et optimiste. Hein, il y a quelque chose d'optimiste dans ces pièces. L'envie, c'est qu'en sortant de ces pièces, euh, on ait une envie. On a une envie, alors ça dépend de l'envie. Le porteur, bah, c'est l'envie l'envie de lire, l'envie d'ouvrir un livre, l'envie de lire Dumas, l'envie de machin. Si ça peut donner cette envie-là, alors c'est gagné. Le cercle, bah, l'envie de redécouvrir Méliès voilà, C'est du feel-good théâtre, quoi. ouais, c'est du feel-good théâtre, mais qui prend pas les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de faire quelque chose tout Oui, simplement. parce que ça pourrait prendre les gens pour des imbéciles. Ouais, mais en fait, j'essaie de faire quelque chose de populaire et exigeant. Donc, c'est-à-dire que je veux faire quelque chose pour un public le plus large possible, pour un public qui soit jamais allé au théâtre. C'est horrible pour moi si quelqu'un qui n'est jamais allé au théâtre rentre dans ma salle et sort en disant je suis complètement hermétique à ce qui se passe là. Moi, j'ai besoin que cette personne, elle se dise en sortant, je retournerai bien au théâtre. Et en même temps, quelqu'un qui connaît tout au théâtre, qui a tout vu, j'aimerais bien qu'il soit quand même amusé ou que ça l'intéresse ou pas. Ça, c'est mon credo, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit populaire, exigeant, comme Savary, comme Villard, enfin, qui avaient tous la même obsession. Voilà, parce que je pense que le théâtre, ça peut être un art populaire si les créateurs prennent ça comme mission. Enfin, en tout cas, ceux qui le veulent. Alors vous dites que ce que vous ne supportez pas au théâtre, c'est l'ennui. Comment vous faites pour y échapper? Bon, déjà, pas qu'au théâtre. Au cinéma aussi? Non, mais dans la vie, en fait. J'aime pas m'ennuyer, quoi. C'est quoi s'ennuyer? Ça peut être formidable de s'ennuyer aussi. Ah, ben, je suis sûr. Et il y a. On peut Il y a- rêver, on peut... Ouais, j'appelle pas ça m'ennuyer, mais. Ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est comme ça. Moi, en fait, je me lève le matin, je fais quelque chose. C'est comme ça, c'est une C'est un malédiction. hyperactif. Oui, peut-être un petit peu, oui. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre il faut que je fasse quelque chose. Je me lève, je vais faire quelque chose, je sais pas, je vais arroser les plantes, je vais écrire, je vais répondre à mes mails. Il faut faire quelque chose dès le matin, aller chercher les croissants, enfin un truc comme ça, quoi. Parce que comme ça, je pense que j'ai le sentiment que le reste de la journée, je vais pas culpabiliser de ne pas avoir rien fait. Tout simplement. Donc après, ça se trouve, des fois, je fais des choses toute la journée, hein, mais donc je déteste l'ennui. Et effectivement, au théâtre, le théâtre, pour les gens qui ne vont pas au théâtre ou qui n'aiment pas le théâtre, peut avoir une image persistante, un cliché lié à l'ennui. Hein. C'est le truc le plus banal du monde. Oh là là, le théâtre, je vais m'emmerder. C'est évident. Là, en ce moment, on présente le film Edmond en avant-première un peu partout en France. Et on a souvent des classes de lycéens qui viennent. Donc il y a des séances à part où on a une projection pour les lycéens et après on les voit et on discute avec eux. On a eu des lycéens techniques, etc. Et tous mais arrivent, le prof, la bande-annonce n'est pas encore là, n'existe pas encore, donc ils voient l'affiche, ils voient le sujet, Edmond Rostand, auteur de théâtre, et tous arrivent en disant on va dormir. Mais ils nous disent vraiment littéralement ces mots-là. Ils disent ouais, je suis arrivé, je me suis posé, j'ai mis ma capuche, je me suis dit allez vas-y, le film démarre, et ensuite le film démarre et à la sortie on les récupère hyper enthousiastes, hyper chargés, en train de dire ah mais je m'attendais pas du tout à ce que ça me parle en fait. Et ben ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est que quelqu'un qui s'y attendait pas du tout se retrouve à être complètement embarqué et à se dire ah ouais en fait le théâtre ça peut être fun, enfin ça peut être quelque chose de comme les séries, comme le cinéma, comme Alors comment vous faites? Parce que pour échapper à l'ennui, ça veut dire que vous avez que ça va vite. ouais, déjà le rythme. Je suis déjà vraiment, il n'y a pas de place pour le rythme, il n'y a pas de place pour le silence. C'est horrible. Non, mais voilà. En fait, moi, ce spectacle, je sais que je vais le voir beaucoup, mon propre spectacle. Hein. Donc, si je m'ennuie devant mon propre spectacle, j'essaie d'éliminer toutes les possibilités d'ennui, quoi. Parce que il n'y a rien de pire que de plus supporter son propre spectacle, quoi. Et Mais même à force de le voir, vous ne vous ennuyez toujours pas. si je m'ennuie sur certaines scènes, enfin ça dépend des acteurs, ça dépend
Non, mais ça dépend du moment. Au début du porteur, c'était très drôle parce que parce que il y avait les créateurs du porteur. L'une des scènes qu'ils préféraient, c'était la scène de la calèche avec Alexandre Dumas et Adélaïde qui sont dans la calèche et qui parlent pendant 10 minutes. C'est très poétique et c'est un truc voilà, que ça j'ai écrit à la table. Et moi, à chaque fois pendant cette scène, ils jouaient, je prenais des notes, puis la scène commençait, puis ils voyaient la porte faire et quelqu'un sortir et c'était moi. Parce que cette scène, elle m'emmerde profondément. Et donc, quand ils jouaient, ils savaient qu'ils commençaient à jouer la scène. Et en plus, ils sont face publique. Et donc, ils voyaient un mec sortir. Et c'était leur metteur en scène. Et qui revenait après pour prendre les dernières notes. Bah oui, mais c'est comme ça. Et pourtant, je sais que c'est une belle scène. Hein, mais c'est juste que, voilà, ils sont assis. Je sais ce qui va se passer, quoi. Moi, j'aime. Donc, il y a le rythme. Ouais, il faut qu'il y ait du rythme. Il faut que ça bouge. Il faut que ce soit inventif. Il faut que. Vraiment, il y a des moments quand. Comment je peux dire ça sans que ça soit plein de vanité. Il y a des moments, par certains moments dans mes pièces, où encore aujourd'hui, alors que je les ai vus 400 fois, il y a certains moments où je fais OK, et je suis pris dans l'histoire. Alors que je l'ai écrite, alors que j'ai mis en scène, alors que je sais exactement ce qui va se passer, mais il y a un truc qui se passe et ça happe. Donnez-nous un exemple. Euh, Dans Edmond, par exemple. Dans Edmond, le balcon, dans Edmond, à chaque fois, c'est Cyrano hein, évidemment, mais juste la façon dont c'est fait, ça me happe. La fin, ça me happe. Dans le porteur d'histoire, il y a un moment au début, quand ça commence à s'accélérer, qu'il découvre les livres dans le cercueil, et que tout d'un coup, l'histoire s'accélère, et qu'on se dit, ah ouais, mais là, je suis obligé de suivre 3 trucs en même temps. Et ben même moi, encore aujourd'hui, à ce moment-là, il y a des fois où je me retrouve, ah mais en fait, attends, je connais l'histoire, et je reprends mes notes, quoi. Voilà, et ben ça. Pour moi, c'est que c'est réussi. Parce que si même moi je me fais avoir à ce moment-là, c'est que d'autres gens sont. Je suis vraiment le premier spectateur. Donc, je suis assez exigeant sur les choses. Et en plus, je pense que la qualité principale d'un créateur, quel qu'il soit, là où il a une chance extraordinaire, c'est s'il parvient à être objectif sur son propre travail. S'il parvient à dire, OK, ça va pas, comment je peux l'améliorer? Ça, par contre, c'est vachement bien, il faut le garder. S'il arrive à avoir cette objectivité-là, alors de petit à petit, il va créer quelque chose qui a de la consistance et qui se tient, quoi. Et j'essaie d'avoir cette objectivité-là. Alors j'ai lu aussi dans un des interviews que vous aviez accordé que vous ne vouliez pas au théâtre provoquer la gêne. Mais alors, est-ce que c'est pas gênant justement de dire ça? Parce que ça veut dire que tous vos spectacles doivent être consensuels? On sait que le consensus, parfois, c'est... Alors, la gêne, c'est particulier. Hein. Parce que moi, j'aime bien, en tant que spectatrice, être un peu gênée au théâtre, être un peu troublée. La violence me dérange pas, l'émotion me dérange pas, provoquer un sentiment où on est révolté, tout ça me dérange pas. Quand je parle de gêne, je parle du sentiment où tout d'un coup le spectateur, il est plus spectateur, il est pris à partie, il est pas bien, quoi. On braque le projecteur sur lui, on lui dit alors vous, et il dit c'est pas mal ça lui donne. Moi, je sais que quand je suis spectateur, ouais, mais il y a des autres gens qui font ça très bien. Moi, quand je suis spectateur, j'aime pas ça. J'aime pas que tout d'un coup on se dise ok, maintenant on va faire rien pendant 20 minutes juste pour que vous sentiez ce que c'est. Donc pas de théâtre politique, pas de théâtre engagé, que du divertissement en gros. En fait, je pense pas que du théâtre politique ça soit une seule chose. Je pense que c'est déjà politique de faire un théâtre populaire. Il n'y a pas deux mondes à mettre en opposition en fait. Je pense que parfois, quand j'essaie d'écrire des choses qui tout d'un coup vont parler de politique, je me dis mais j'enfonce des portes ouvertes, quoi. Il y a 10 000 personnes qui font ça mieux que moi. Pourquoi je raconte ça, ça va faire quoi, c'est pour quel public, quoi? C'est pour qu'il y ait la moitié de la salle qui dit ouais t'as raison et l'autre moitié qui dit oh, je suis pas content, j'aime pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça va pas servir mon spectacle. Moi je pense que c'est déjà politique de donner de l'espoir. C'est déjà politique d'être optimiste sans prendre les gens pour des cons. C'est même très rare en fait. Parce que c'est pour moi l'écriture, le récit, ça peut être beaucoup plus fort qu'une adresse directe parce que c'est planter une graine.
Hein, je vous parlais tout à l'heure, Irina qui plante une graine et où je me dis genre, mais en fait, ça peut être ça. Et ben voilà, moi, mes spectacles, j'essaie de faire ça. J'essaie de planter une graine différente à chaque fois. Hein. Et après, ça parle ou ça parle pas, mais c'est pas frontal, c'est pas agressif. Et c'est ça aussi où vient le mot gêne. C'est que ouais, j'ai envie que les gens y passent un bon moment, même s'ils ont été bousculés, même s'ils ont pleuré, même s'ils étaient dans une émotion très forte qui est sortie. j'ai, Ça reste des spectateurs et nous, on reste des acteurs, quoi. Et la fonction du théâtre, alors, c'est quoi? Moi, je suis éminemment pour la coexistence de tous les théâtres. C'est pas parce que je fais un type de théâtre que je veux que tout le monde fasse le même type de théâtre. Je suis pour, et c'est d'ailleurs le symbole d'une société évoluée, que de voir que tous les théâtres peuvent s'exprimer et que tous les arts peuvent s'exprimer en même temps et que tous les gens peuvent trouver leur théâtre. Je ne suis pas là pour dire le théâtre, ça doit être ça. Voilà, je ne vais pas reciter Terzieff, le théâtre c'est ceci et cela. Bien sûr, le théâtre c'est tout. En Union soviétique, en 1900, début des années 20, je crois, ils ont pris leur production cinématographique et ils se sont dit, bon, là on fait 100 films par an et il y en a 10 de bons. Donc, on va en produire 10 par an, histoire d'avoir que les bons. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? La même règle, ils se sont retrouvés avec un film bien cette année-là, quoi. Et ben voilà, moi je pense que tous les théâtres doivent exister, tant mieux, parce qu'en plus ils trouvent leur public et c'est tant mieux. Moi je suis juste un créateur, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour dire faut que ce soit comme ça. Je suis juste quelqu'un qui raconte une histoire. Vos influences en matière d'écriture, c'est qui? Oh là là, c'est un spectre très très large. Même Wikipédia, j'ai vu. Bien sûr, évidemment, Wikipédia en premier en fait. Mais non, mais parce que aujourd'hui, enfin là pour le coup, moi quand je raconte une histoire, je ne peux pas raconter une histoire en omettant l'existence de Wikipédia. Et quand je dis Wikipédia, c'est juste notre manière aujourd'hui de s'intéresser au monde. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, quand on parle d'un truc, on dit excuse-moi, c'est quoi ça? Ah ouais, t'es sûr? Et puis on prend son téléphone et on regarde, et tout d'un coup on apprend la réponse à la question. Et en apprenant la réponse à la question, on se dit mais tu savais qu'il y avait aussi ça. L'arborescence de notre savoir, il n'est pas du tout le même qu'il y a 20 ans, quoi. Moi, mon père, quand je lui disais c'est quoi ce mot-là, il me disait va prendre le dictionnaire. Ok, d'accord. Donc il fallait prendre le dictionnaire, il fallait regarder, et puis c'était quelque chose de linéaire. Le savoir était linéaire en fait. On avait A, B, C, D, E, F, G, on avait tout ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on cherche quelque chose, tout d'un coup, il y a une nouvelle nuée qui arrive. Et ben moi, je raconte comme ça. Je me dis en fait, raconter une histoire linéaire pour un cerveau d'aujourd'hui, de gens qui voient des séries, qui vont sur Wikipédia, etc. Et ben en fait, notre cerveau, il est habitué au scénario. Donc il voit l'histoire d'un mari trompé et tout ça, dans sa tête, il sait que ça va se terminer soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Et puis il attend que ça se termine, et ça se termine comme ça. Et ça, c'est l'ennui. Et moi, je veux pas ça. Je veux que le spectateur, enfin, en tout cas pour s'adapter au spectateur d'aujourd'hui, l'histoire, elle commence, et puis on lui commence à lui raconter une histoire, il dit ouais, d'accord, et là l'histoire fait, là il fait, attendez, mais en fait on était encore, et puis hop, il y a une autre histoire qui apparaît. Il dit merde, je dois suivre les deux en même temps. Et là tout d'un coup, en fait, il est en alerte. Il est plus en train de se dire oui, ça va, j'attends la fin. Il est tellement dans l'histoire parce qu'il sait que s'il lâche, il va pas comprendre en fait. Et donc c'est ça ma façon dans Le Porteur ou dans Le Cercle ou dans Intramuros, c'est une manière de se dire comment est-ce que j'essaie de faire une structure scénaristique qui fait que à la fois on puisse suivre, mais qu'en même temps on soit obligé d'être vraiment dedans. Et d'ailleurs, c'est dans la structure scénaristique, mais c'est aussi dans la forme. Quand on prend Le Porteur d'histoire, ce côté complètement épuré, avec rien du tout sur scène, mais en même temps du son et en même temps les changements de costume, en même temps tout ça, en fait, ça pousse le spectateur à stimuler son imaginaire. Nous, il y a un truc que je fais régulièrement à la fin du Porteur quand on a un bord plateau. Je leur dis, alors, pensez à la scène de l'avion. Il y a un moment, ils partent dans un avion, ils sont dans le désert, ils s'envolent. Et je dis, comment vous voyez l'avion? Il est comment l'avion? Je dis même pas comment vous le voyez, je dis comment il est l'avion. Et chacun a son avion dans la tête. Il y en a un pour qui c'est un bimoteur, avec un truc. Et je trouve ça merveilleux, parce qu'ils ont vu un spectacle avec des tabourets et des acteurs. Mais ils étaient tellement dedans, ils étaient tellement dans l'histoire qu'en fait le cerveau a créé tout le décor. Je trouve ça génial.
Et sur ce que ça raconte, est-ce qu'il y a des thématiques communes? Ouais, il y a des thématiques communes, ça je m'en rends compte souvent après. Ouais. C'est-à-dire que je termine et puis tiens, c'est marrant, je parle souvent de ça, quoi. Mais parce que je pense que pour moi, il y a deux types d'auteurs. Il y a ceux qui font de l'autofiction et qui assument, qui disent bah voilà, je raconte ma vie, etc. Et puis il y a ceux qui font pas de l'autofiction. Moi, clairement, je fais pas d'autofiction parce que ma vie est inintéressante. Tout va bien. Pourquoi elle est inintéressante? Parce que tout va bien, j'ai pas de trauma, la famille ça va, j'ai l'amour, tout va bien, quoi. C'est chiant, vraiment c'est chiant. C'est insupportable d'entendre Alors parler de ma vie, quoi. comment vous faites alors? Si tout va bien, vous devez vous ennuyer pour le coup. Bah, c'est pour ça que je fais autant de spectacles. Parce qu'il faut bien que je fasse un truc, sinon. Non, et puis je voyage, et puis machin. Enfin, je fais des trucs, mais chiants, quoi. Quand je raconte ça, je dis, oh là, c'est bon, arrête. Le bonheur, ça nous intéresse pas, quoi, vraiment. Et donc, je fais pas d'autofiction. Donc, je m'empare de sujets. Et soit c'est des sujets dont j'ai entendu parler, soit j'ai lu, soit tout d'un coup j'ai vécu un truc, et je me suis dit, ah tiens, il pourrait se passer ça, etc. Bon. Mais malgré tout, même quand on fait pas de l'autofiction, quand on analyse son sujet, alors qu'on a écrit un truc sur Méliès et Robert Houdin, ou alors qu'on a écrit un truc sur Alexandre Dumas ou Rostand, on termine et on dit mais c'est marrant, ça parle quand même beaucoup de la même thématique, quoi. Donc quelle thématique commune ? Le 19e. Bon, le 19e c'est sûr, oui. Mais au-delà de ça, non, il y a un truc clair sur la quête de l'identité, sur l'héritage et sur la recherche. Parce que voilà, dans le porteur d'histoire, c'est ça, c'est l'acceptation de l'héritage, il se cherche, c'est un jeune mec qui se cherche, qui est perdu et qui va trouver le salut dans les livres. Donc voilà. Il y a ça, donc il y a ça dans le cercle aussi. Donc quête de l'identité. Ouais, il y a un truc qui est. Et ça, c'est pas de l'autofiction un peu, non ? Ben non, mais c'est ce que je dis, c'est que oui. c'est pas de l'autofiction parce que c'est pas ma vie, mais c'est des thématiques qui me sont chères, parce qu'on cherche, parce que moi je transmets des choses qui me touchent, et donc si je transmets des choses qui me touchent, et ben c'est forcément lié à ma vie. Un autre truc qui est permanent, et ça c'est très intéressant, c'est que dans toutes mes pièces, le héros n'est pas un héros alpha, un mâle alpha, c'est pas un héros comme dans les westerns, c'est pas le mec viril, c'est le poète, c'est toujours un poète le héros. Dans le porteur d'histoire, c'est un mec qui raconte des histoires. Dans le cercle, c'est Robert Houdin et Georges Méliès. Dans Edmond, c'est Edmond Rostand qui est un peu malingre, mais qui écrit des vers, etc. Et même dans Intramuros, c'est un metteur en scène qui est un peu loser, mais qui est un très bon metteur en scène. Et ben, moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère, c'est elle qui travaillait et qui ramenait de l'argent, et mon père, c'était un artiste peintre, un peu artiste, quoi. Et pour moi, mon modèle familial, c'est ça, en fait. C'est le mec, il est là pour raconter des belles histoires et faire des dessins et tout ça. Et puis et la femme au boulot. Et s'occuper de faire la bouffe, etc. Et la femme, bah, elle ramène. Ouais, ma mère, c'est elle qui disait bon, bah, on part en vacances, j'achète les billets, on part là, on fait ci, on fait ça. C'est un peu le côté tour opérateur, quoi. Et voilà, et c'est marrant comment ça se retrouve dans toutes mes pièces, alors que c'est pas quelque chose que je cherche, mais effectivement, pour moi, la quintessence de la virilité ou de l'homme, bah, c'est un poète. C'est quelqu'un qui raconte des choses, c'est quelqu'un qui fait rêver les gens. Donc ça se retrouve pas mal. Et puis il y a aussi le rapport au père qui se retrouve pas mal dans tous mes spectacles. Dans le porteur d'histoire, il y a l'histoire de il va enterrer son père, etc. Dans le cercle, ils doivent convaincre le père de les laisser faire leur truc. Dans Edmond, il n'y a pas de père, mais bon, c'est quand même Coquelin. Enfin bon, il y a souvent ça. Et dans Intramuros, bon, si vous ne l'avez pas vu, je ne vous dévoile pas, mais il y a un moment où on donc parle la biographie vous rattrape un peu ? Non, c'est pas la biographie, c'est des thématiques qui nous touchent. C'est juste ça. C'est que si on est sincère et qu'on écrit quelque chose, moi c'est simple. Quand je rencontre une histoire, parce que je vais rencontrer une histoire d'une manière ou d'une autre, il y a une histoire qui va me trouver, je vais dire ah tiens c'est marrant cette histoire, elle me touche. Pourquoi elle me touche, je sais pas, mais elle me touche. Et si elle me touche, elle va toucher d'autres gens si j'arrive à la raconter bien. Si j'arrive à la transmettre, elle va toucher d'autres gens. Évidemment que si elle me touche, c'est pour une raison personnelle. Donc le tout, c'est d'arriver à trouver comment traduire cette façon très personnelle qu'a eu cette histoire de me toucher de la manière la plus générale possible. Qu'est-ce qui vous donne cette formidable énergie ? La cocaïne, principalement. Non, pas du tout. Soyez honnête. Non. Je sais pas du tout. En fait... Non, je sais pas. Je veux dire un truc à la con. Qu'est-ce qui vous fait courir, en gros ? Je sais pas. J'ai un truc un peu de
Je sais pas, j'ai un truc un peu mes idéaux, bah voilà, Cyrano, il a cette phrase assez extraordinaire, un moment où le Bray lui dit mais pourquoi tu te fais chier là avec tout le monde autour, enfin il dit pas tu te fais chier mais on comprend le truc, et puis avec tous ces gens que tu te mets à dos là, et puis Cyrano il dit ah ouais j'errais dans un méandre, je savais pas quoi faire, bon bah j'ai pris la seule voie la plus simple, il a dit c'est quoi, il dit bah j'ai décidé d'être sublime en tout pour tout. Et je trouve ça merveilleux, quoi. Et je trouve ça super de se dire, bah voilà, en fait, la plus belle façon de faire, c'est d'essayer à chaque fois de faire de son mieux, quoi. Et voilà, et j'essaie de faire de mon mieux. Et en fait, faut comprendre que vraiment, je pensais pas du tout devenir auteur de théâtre, moi. Moi, je voulais juste être comédien. Et le porteur d'histoire, ça a été un accident. Et tout d'un coup, moi, j'écrivais des trucs, mais vraiment, quand je faisais lire à mes petits camarades, ils me disaient pas c'est du génie, hein. Ils me disaient ouais, super, bon. Donc voilà, bon, bah, très bien, ok, bah, je continue à écrire parce que c'était un plaisir d'écrire. Et puis tout d'un coup, bah, le porteur, tout d'un coup, il y a des gens qui ont commencé à dire, mais ça me parle. Je me suis dit, ah bon, mais ça parle à des gens ce que j'écris. Moi, j'étais persuadé avant ça parce que je suis de l'école avignonnaise off, quoi. Donc moi, je me disais, mais il est évidemment que les gens, s'ils ont à choisir entre un Michalik et un Shakespeare, ils vont pas se poser la question, quoi. Ils vont aller voir le Shakespeare. Et en fait, la création, ça peut parler à des gens. Donc ça a été, ah bon, bah en fait, je peux continuer à écrire, et plus je continue, et plus je me rends compte que c'est plus important que ce que j'ai pu faire avant en tant que comédien, qu'on m'a jamais dit, ah, je t'ai vu dans ce téléfilm, ça m'a bouleversé ton interprétation. Je t'ai trouvé merveilleux quand... Vous regrettez de moins jouer la comédie, du coup, d'être plus Oui, chef de troupe, bah, chef d'entreprise? Ça me manque un peu, mais en fait, je continue à jouer la comédie, et puis je vais continuer, et puis là, une fois que j'aurai lancé mon film, puis de temps en temps je joue, puis on me propose en plus régulièrement, et puis à chaque fois Ça se perd de de jouer la comédie quand on joue moins? Est-ce qu'on est moins bon? oh, je sais pas, non, je sais pas, parce que quand même j'apprends deux trois trucs, hein, en montant des pièces, En faisant des dirigeant, films. oui. Non, mais après, non, mais encore une fois, c'est le plaisir de l'immédiat, donc c'est un plaisir très personnel de jouer, mais c'est plus important de dire, allez, je mets mon sac à dos et je vais refaire un spectacle, même si c'est plus dur, même si la critique est plus dure, même si les responsabilités sont énormes, ben en fait, au final, voilà, on m'a jamais dit ça sur un téléfilm, mais on m'a dit ça sur des spectacles. Voilà, j'ai eu des gens bouleversés, des gens en larmes, des gens qui rient, une salle qui rit. Enfin, il y a rien de plus beau, quoi. Et vous retrouvez derrière la caméra? Ah, c'était génial, j'ai adoré. Oh, je me suis éclaté, vraiment. C'était la première fois pour un long métrage? Pour un long métrage, ouais, c'était la première fois. Et puis en plus, c'était un bon gros film, quoi. Enfin, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de figurants, beaucoup de costumes. Et là, des tout grands ça. acteurs? Ouais, super, ouais. Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, Dominique Pinon, Simon Clémentine Perpignan, Célarié. Clémentine Célarié. Enfin, ouais, une belle brochette, une belle brochette. Et puis c'est des jeunes, différent? super. C'était, vous avez su tout de suite ou... Diriger des acteurs. Ouais, non, mais diriger le film. Oui, bah, j'avais déjà réaliser. fait des courts-métrages. Mais oui, non, c'est très différent, évidemment. Mais en fait, évidemment que j'ai des doutes permanents, hein, comme tous les créateurs. Mais il y a un truc. Ah, où vous vraiment, n'avez pas l'air quand même, hein? bah, je suis pas un naturel angoissé. Hein, Bah, c'est formidable. bah oui, mais en même temps, mettez-vous à ma place. Moi, j'ai déjà eu 4 Molières. Je veux dire. 5, je crois. Ah, 5, non? non, mais pour Edmond, non, mais je veux dire personnellement, moi, chez moi, j'ai 4 statuettes. Donc, je veux dire, 35 ans, je pensais pas que j'aurais 4 Molières un jour. Hein. Je pensais pas que j'en aurais un, en fait. Donc, tout d'un coup, je me dis, bon, bah, ça, c'est fait, quoi. Ça, c'est fait. Le reste, c'est du bonus, en fait. Non, mais c'est vrai, hein, bêtement. Il y a des gens qui courent tout le temps. En fait, c'est simple, moi, je les vois. J'ai évidemment 10 000 potes, acteurs, etc. Et il y a des gens qui seront éternellement insatisfaits. Qui, même s'ils ont un Oscar, même s'ils ont le film de leur vie, ils seront toujours frustrés de ne pas avoir autre chose. Moi, je ne suis pas comme ça, quoi. Moi, vraiment, je me satisfais de tout ce que j'ai déjà eu. Et le reste, eh ben, bon, bah voilà, maintenant j'ai eu ça. Maintenant, on va remettre ça on va continuer à chercher, on va aller ailleurs, moi, c'est génial. Donc, du coup, il y a cette angoisse qui est quand même bien moindre. Et souvent, la question, c'est mais là, est-ce que tu n'as pas la pression pour le prochain projet, pour le prochain truc? Mais pas du tout. Au contraire. Parce que j'ai le droit de me planter maintenant. J'ai déjà eu mes récompenses. J'ai déjà eu des spectacles qui marchent. Là, en fait, ce qui est terrible pour moi, j'imagine, je peux que imaginer ce que c'est d'être nommé,
pour un truc comme un Molière, un machin, et de pas l'avoir. Et d'être nommé une deuxième année, de pas l'avoir. Et d'être nommé une troisième année et de pas l'avoir. Mais quelle frustration ça doit engendrer. Ça va peut-être vous arriver un jour. Non, parce que moi c'est fait. Parce que moi c'est fait, je les ai eus. Et je les ai eus du premier coup sans même me rendre compte. C'est vraiment, ça a été, ah t'es nommé, ah super, ah tu les as, ah super, ah t'en as un deuxième, ah d'accord, bon bah très bien. C'était fait quoi. Donc Mais alors vous espérez quoi maintenant? Eh ben continuer à faire des trucs en fait. Mais avec moins de pression. C'est pour ça que j'ai moins d'angoisse. J'ai des angoisses, j'ai des doutes, j'ai machin. Mais donc tout ça pour vous dire que sur ce film, que sur cet énorme truc avec bon déjà c'est le Parce film qu'il y que avait j'ai de envie de faire. l'argent là pour le coup Bien en sûr, question. beaucoup, enfin beaucoup pour un premier film, pour un film à costume, pas tant que ça, mais c'est un film que j'ai envie de faire depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je l'ai dans la tête, cet Edmond. C'est venu parce que j'ai vu un jour Shakespeare in Love au cinéma il y a 20 ans et je me suis dit c'est fou qu'on n'ait pas fait ça en France, quoi. Qu'on n'ait pas raconté l'histoire d'un auteur qui crée une pièce alors qu'on a tellement d'histoires. Et puis un jour j'ai découvert le dossier pédagogique de Cyrano. Mais c'est incroyable, la première de Cyrano, c'est un événement incroyable. Personne n'a jamais raconté ça alors que c'était un bide assuré, alors que personne n'y croyait. Ah ouais, il avait 29 ans, Edmond, mais c'est fou, mais personne n'a raconté cette histoire, quoi. Et puis c'est resté dans ma tête, puis pendant 10 ans c'est resté dans ma tête. Et puis je l'ai proposé un jour à une boîte de production en leur disant, bah voilà, c'était le début du porteur d'histoire, ça commençait un petit peu à marcher le porteur. Et je disais, bon voilà, j'ai ce rêve de raconter Cyrano, etc. Ils me disent, bon bah ok, très bien, écris le scénario et on va le proposer à un vrai réalisateur. Donc je dis bah ok super, et donc j'ai écrit, parce que j'étais jeune et j'étais déjà super content que quelqu'un réalise ce film, donc j'ai écrit le scénario, mais moi ça me bouffait, j'avais qu'un rêve, c'était de le réaliser, ce film, c'était le film de ma vie quoi. Et puis la chance qu'on a eue, c'est qu'on l'a proposé à plusieurs réalisateurs et tout le monde a dit non. Parce que le théâtre, parce que machin. Donc le film est un peu parti en déliquescence. Et puis les producteurs disaient, est-ce que tu veux qu'on le présente à un tel? Je disais, non, attends. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train d'essayer de réaliser un autre film pour pouvoir faire un autre film avant, qu'on n'a jamais réussi à faire. Donc ça fait partie des trucs qui n'ont jamais vu le jour, quoi. Et puis, en désespoir de cause, et puis un jour, je vais à Londres pour voir des comédies musicales pour un week-end. Et parmi ces trucs que je vois, il y avait Shakespeare in Love adapté au théâtre. Et je vois cette pièce et je dis, mais c'est vachement bien. Mais le problème, c'est que le film a déjà existé. En fait, ça aurait été merveilleux si le film n'avait pas existé. Et je dis, mais en fait, il faut faire Edmond au théâtre. Et donc, sur le chemin du retour, dans l'Eurostar, je reprends le scénario et je commence à écrire et je commence à relire. Et là, tout d'un coup, ça faisait quelques mois que j'avais pas touché, et tout d'un coup, tous les défauts du scénario me sautent aux yeux. En l'imaginant au théâtre, tout d'un coup, je me dis, mais bien sûr, faut pas faire ça, faut resserrer sur le triangle amoureux, mais évidemment, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis je commence à écrire. Puis j'en parle à mes producteurs, je leur dis, bah voilà, et si je le faisais au théâtre? Puis les producteurs font, ouais, bon courage. Edmond au théâtre, d'accord. Film en costume, 40 personnages, vas-y. Et puis en fait, Francis Nani et Sébastien Zopardi du Théâtre du Palais Royal, bah, ça faisait longtemps qu'ils étaient venus voir le porteur, ils étaient sur le cercle, ils m'avaient dit si tu as un truc un peu plus gros, bah, viens nous voir au Palais. Et donc je leur en parle, ils font ah ouais, bon, c'est un gros pari, parce que là on peut dire maintenant ouais c'était facile, machin, mais non, 12 acteurs, pas de tête d'affiche, gros budget de décor de costumes, c'est un gros pari pour le Palais Royal. Et puis voilà, ils ont dit oui, on y va, allez c'est parti, et on a trouvé nos acteurs, on est parti, et puis ça a fait un énorme raz-de-marée, et tout d'un coup, bah, tous les producteurs, les financiers ont dit ah bah en fait c'est une bonne idée ce. Et là j'ai dit bah ouais, mais ce qui serait encore mieux c'est que je le réalise, non? Ils ont dit bah ouais d'accord, ok, réalise-le quoi. Et donc au final j'ai réalisé le film de mes rêves quoi. Donc quand je me retrouve sur ce plateau, alors que ça fait 15 ans que je fantasme ce film, avec le casting, ils m'ont laissé une liberté totale pour choisir les acteurs que j'aime, c'est-à-dire pas juste des acteurs bankable ou non, vraiment c'est que des acteurs. Enfin, Olivier Gourmet, quoi, c'est merveilleux Olivier Gourmet. Il y a Carian, Dominique Pinon, c'était génial de les avoir là-dedans. Et tous les jeunes évidemment qui sont super et que vous découvrez. Et ben moi, au moment où je me suis retrouvé là-dessus, avec voilà, premier jour, on tournait dans le théâtre, il y avait 200 figurants, il y avait à peu près 100 personnes dans l'équipe, il y avait 10 comédiens sur scène, et on a commencé à bosser, et moi, le sentiment que j'ai eu, c'est je suis à ma place. C'est aussi simple que ça, je pourrais dire non, j'étais pétrifié, machin, mais en fait, c'était évident, c'était limpide. C'était tout ce que j'avais fait jusqu'ici, de jouer, de faire des séries. J'ai quand même pas mal fait de trucs en tant que comédien, à la télé, hein, tout ça, machin, plein de choses.
tout ce que j'avais pu monter, tout ce que j'avais pu écrire, etc. Tout d'un coup, les courts-métrages que j'avais réalisés, tout d'un coup, je me retrouvais là, je me disais, bah ouais, en fait, ça sert à ça, ça sert à maintenant, quoi. Tout ça, ça n'a pas été du temps perdu. Ces 15 ans où je fantasme le film, bah, en fait, ça m'a permis d'arriver là et d'être à ma place. Alors, soyez à votre place de spectateur. Avez-vous des questions à poser à Alexis Michalik? Merci, Alexis. Madame. Je propose qu'on chante pendant que le micro... très bien. Je sais que C'est vous m'avez dit vous que qui vous allez adoriez chanter. chanter. Donc chaque fois que le micro passe, je vous demande d'interpréter une nouvelle chanson. Bonsoir et félicitations pour votre écriture que j'apprécie énormément. Merci. J'ai vu 2 des spectacles, Le Porteur d'Histoire et Le Cercle des Illusionnistes. Et Pourquoi je me pas suis... 4? Qu'est-ce que... Parce que ça va arriver après. Je plaisante. c'est Mois de bien. novembre, Edmond. Et juste une question sur l'écriture. Quand vous écrivez ces personnages, vous réfléchissez déjà à savoir combien il y aura de comédiens derrière? Parce qu'un comédien, il va passer d'un personnage à un autre. Et est-ce que c'est déjà anticipé au moment de l'écriture? Pas du tout. Moi, il y a 2 étapes. La première étape, et c'est le plus important, et c'est, je pense aussi, l'un des trucs en commun, c'est que je ne me bride pas du tout dans l'écriture. C'est-à-dire que vraiment, mais ça c'est un truc à toutes les étapes pendant les répétitions, les mises en scène, pour les acteurs. L'histoire, on est tous au service de l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, bon, bah, quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire? Et je ne me pose pas du tout la question de savoir combien de comédiens va y avoir, combien de machin. Vraiment, je suis juste dans chaque scène, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui marche le mieux, quoi. Et c'est seulement une fois que j'ai fini d'écrire la trame ou le truc ou les nombres de personnages que je me dis, bon, ok, combien il y a de personnages et quel est le nombre minimum d'acteurs qui peuvent jouer ce spectacle? Et à partir du moment où je suis descendu au nombre minimum d'acteurs, je me dis, bon, bah voilà, là, ils vont tous être en train de jouer tout le temps et ça va aller, quoi. Edmond, c'était particulier parce que c'était l'adaptation d'un scénario. Et donc, en fait, en l'écrivant, je me suis dit, bon, bah là, j'avais pas du tout anticipé que ce serait au théâtre. Quel est le minimum d'acteurs sur cette foule de... Et puis en fait, je suis descendu, j'étais à 15, puis à 14, puis à 13, puis finalement à 12, quoi. Et puis je me suis dit, bon, bah là, 12, ouais, quand ils sont tous les 12 sur scène, ben, cette scène, ils peuvent pas être moins, donc allons-y, quoi. Donc c'est l'étape d'après, quoi. Mais moi, je trouve ça hyper important, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une erreur pour les auteurs, enfin en tout cas ceux qui ont envie d'écrire, de se dire, bon, bah, ok, j'ai 5 comédiens, ça fait donc 5 personnages. Bien sûr que non. C'est comme les gens qui se disent, bon, bah, ça va se passer dans un salon, comme ça fera moins de décors. Mais pas du tout. Commence par d'abord écrire l'histoire de tes rêves, quoi. Fais un truc qui est le truc le plus fou que tu peux imaginer, et ensuite tu te poseras des questions de mise en scène ou de distribution, quoi. Voilà. Mademoiselle. Petite chanson. Pas de chanson, non. Tout ça ne vaut Non, pas non. un clair Une de petite lune danse, amoureuse. peut-être, mais... Je propose qu'à chaque fois, la personne qui pose la question choisisse la chanson qu'on va chanter après. Alors déjà, quelle chanson on va chanter juste après? Celle que vous voudrez. D'accord, très bien. Alors bonsoir. Moi, je me posais une question parce que je trouve que toutes vos mises en scène sont extrêmement bien léchées, c'est-à-dire que tous les comédiens sont sur le plateau, ils savent ce qu'ils doivent faire, etc. Et je me demandais du coup comment vous travaillez avec vos comédiens, comment vous les dirigez en fait, parce que les rôles sont extrêmement bien définis dès le début en fait. Ils savent par où ils passent, etc. Donc je me demandais comment vous les dirigiez. Ça dépend des spectacles. Par exemple, Le Cercle et Edmond, c'était des spectacles qui étaient complètement écrits avant d'attaquer. Donc, comme le texte est déjà là, bah, il n'y a plus qu'à appliquer la mise en scène, quoi, en quelque sorte. Bon, ils savent déjà quelle va être leur partition, ils arrivent texte dessus, etc. Et bon, sur Edmond, c'était la manutention, quoi. C'était vraiment... on passe autant de temps sur les transitions que sur les scènes elles-mêmes. Ensuite, voilà, moi j'ai pas de cahier, j'ai pas de notes, j'ai ça dans la tête en général. Et puis c'est vraiment bon, bah on se pose et on dit bon, bah qui est libre là, qui n'est pas dans la scène. Et puis il y en a derrière qui dit bah moi, ok, d'accord, bah toi tu prends cette chaise, toi tu prends ça. Puis on essaye, puis c'est comme une chorégraphie, quoi. Et puis petit à petit le spectacle se met en place et la mise en scène commence à arriver.
Ça, c'est quand le texte est déjà écrit. Intramuros, ça, j'adore cette façon de travailler. C'est que c'était un peu comme certaines scènes du Porteur. Ça fait longtemps que je voulais faire tout un spectacle comme ça. Et donc, Intramuros, c'était l'occasion parce que c'est que contemporain. C'est plus difficile à faire quand tout d'un coup on plonge au 19e et que le langage change un peu. C'est plus difficile d'improviser en vers, quoi. Mais donc Intramuros, c'est comme c'était contemporain, j'ai pu faire ça. Donc là, c'était... il y avait un canevas, voilà, ils savaient quel personnage ils allaient jouer. Je leur ai dit, déjà, je leur ai donné des lectures, des bouquins sur la prison, etc. Puis ensuite, on a commencé par faire une petite journée où on parlait de ça et on parlait de ce que c'était que le rapport à la prison, comment améliorer, comment ceci, comment cela, Deleuze, enfin bon, tout ça. Et ensuite, on attaquait la scène en disant, voilà, la situation, c'est la suivante, donc... vous savez qu'au début vous faites ça, qu'à la fin vous faites ça, que vous devez placer ça, ça et ça et ça. Parfois il y avait des bribes de dialogue, parfois non. Allons-y. Donc il commence à proposer, et puis au bout de 2 phrases, je vais dire non, stop, ok, on recommence. Tu peux pas dire ça ou tu peux pas être là. Donc il recommence. Ok, stop. Et puis parfois ça roule, et puis parfois on s'arrête, on revient, et puis parfois c'est pas terrible. Donc je dis bon, c'est pas grave, avançons, avançons dans la situation. Et à la fin de la scène, on enregistre la scène. Parfois, c'est génial ce qui est né, et parfois, les dialogues sont pourris, mais il y a un squelette de scène. Et quoi qu'il arrive, moi, je rentre et je réécris à partir de là. Qu'est-ce qui est super là-dedans, c'est que la mise en scène n'est pas assujettie au texte. C'est-à-dire que quand je commence, je ne me dis pas, j'ai ce texte, comment je le mets en scène ? Non, en fait, il y a juste une situation, mais le texte va naître de cette mise en scène, en fait. C'est-à-dire que il faut se passer ça, donc il est logique que tu sois là, que toi tu sois là, que toi tu sois là, et commençons, et en fait tout va naître en même temps. Et c'est hyper libérateur, pour peu qu'on soit metteur en scène et auteur. Évidemment, c'est compliqué si on scinde. Mais c'est génial parce que ça va très très vite. Et en plus de ça, sur Intramuros, j'avais un musicien aussi qui improvisait en plus la musique, donc c'était génial parce que c'est pareil, tout se crée en même temps, et ensuite on fixe le texte et on fixe la mise en scène et tout va hyper vite. Enfin moi en tout cas c'est une manière absolument jouissive de fonctionner. Voilà. Pour le reste, je suis très directif. Le rythme, c'est un standard, quoi. C'est très musical, et en plus de ça, la musique a beaucoup d'importance dans les pièces, et elle est présente comme dans un film. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là en transition entre 2 scènes, elle est là vraiment pour soutenir l'émotion, pour accompagner la comédie. Donc il y a, que ce soit sur le Cercle, sur le Porteur ou sur Edmond, il y a plus d'1h30 de musique. Ce qui est beaucoup pour un peut-être pas plus d'1h30, peut-être plus d'1 heure en tout cas. Enfin voilà, en tout cas c'est beaucoup pour une pièce de théâtre. Donc soit sur Edmond ou sur le Cercle, la musique elle est composée avant, puisqu'il faut l'imaginer comme si on faisait un film, mais alors que le film n'existe pas. Donc j'ai des compositeurs, c'est des génies, mais je leur dis parfois, tu vois, là je vais avoir besoin d'une minute 34 de musique qui soutient cette émotion-là, avant même qu'on ait commencé les répétitions. Et donc ils vont faire la musique, on va peaufiner, et ensuite on va arriver en répète, et je vais leur dire, allez, ça commence là, c'est parti. Vous êtes à la bourre, on recommence. Vous êtes encore à la bourre. Ok, là ça tombe, il me manque 10 secondes, je vais appeler mon compositeur, il faut que tu me rajoutes 10 secondes de musique. Donc c'est difficile, c'est un peu métronome, mais ça c'est comme ça qu'on fait sur le Cercle et sur le Porteur. Sur Intramuros, le musicien il est là, donc il improvise en même temps, donc on n'a pas à se conformer à cette musique, c'est lui qui se conforme à la scène et tout le monde invente en même temps. Donc c'est génial, ça c'est un luxe, je veux dire, on l'a fait, ça va super vite, quoi. Une autre question, monsieur. Madame. Beaucoup de questions, du coup. Alors, quelle chanson on va chanter? Bonsoir Alexis, on ne va pas chanter. Non, d'accord, très bien. Je voulais savoir, de vos 4 créations, quelle est votre préférée? Moi, j'ai une préférée. Je pense que chacun peut avoir sa préférence, et je trouve ça tellement merveilleux. C'est le plus beau cadeau que les gens viennent me voir et disent, vous savez, moi je préfère celle-là, celle-là. Je dis, mais génial, moi ça me va très bien du moment où vous avez tout vu. Mais moi, personnellement, c'est comme mes enfants, quoi. Je peux pas en préférer un ou l'autre. Ils sont tous différents, ils ont tous... enfin, j'ai pas d'enfants, mais
Mais ils ont tous une place particulière dans mon cœur. Hein. Vous avez des enfants qui sont plus forts à la clarinette, d'autres qui sont marrants, d'autres qui sont hyper touchants, d'autres qui sont inventifs, d'autres qui sont timides mais consciencieux. Et ben voilà, mes spectacles, ils ont tous des qualités propres, mais je les aime profondément et viscéralement, quoi. Il y avait plein de questions là. Ah, Jean-Michel. Monsieur au fond avec, D'abord le monsieur au fond avec les Jean-Michel, lunettes. ensuite monsieur. Strangers in the night, exchanging glances. Moi, je suis assez épaté par votre conscience de vous-même. Je suis assez épaté, oui. Je suis assez Désolé, épaté. je m'excuse par avance. Pardon ? Non, vous avez absolument. Quand je dis je suis épaté, c'est sincère. Je suis assez épaté par l'architecte que vous êtes de vous-même, cette capacité que vous avez à comprendre, à construire la création, à savoir ce qu'est le public, ce qu'il faut faire pour le public. Enfin, toute cette stratégie que vous nous expliquez, qui est juste et que vos pièces montrent à quel point c'est utile. Il y a une chose qui m'a troublé dans ce que vous avez dit. C'est mon Vous avez regard. dit non. Alors devinez. Je sais pas, mais je vous écoute. Voilà, c'est mieux. C'est quand vous avez dit un bon créateur, c'est celui qui sait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Non, c'est pas ça. Si, vous avez exactement dit ça. Qui est objectif Oui. sur son propre travail. Je crois que c'est la même chose pour moi. Je pense qu'à partir du moment où on est objectif, on est plus subjectif. Et à partir du moment où on est plus subjectif, c'est grave. Moi, je pense qu'une forme d'écriture qui n'est peut-être pas la vôtre et celle que je vais vous expliquer, enfin, je vais vous suggérer, n'est pas forcément meilleure. Je le dis, mais il y a quand même, elle existe. Je pense qu'au bout d'un moment, l'écriture, il y a un nuage autour de vous, ça pleut, et tout à coup, vous écrivez. Et souvent, on est entraîné par ces personnages. Et ces personnages vous guident. Et vous n'êtes plus là, vous guide, et vous ne savez pas très bien où ça va, mais vous y allez. Et je pense que cette écriture-là, qui est une écriture évidemment où l'inconscient est là, où il n'y a pas justement la conscience, il n'y a pas le regard précis, il n'y a pas l'analyse, il n'y a pas 3 secondes de plus d'émotion, parce que sinon le public va décrocher, etc., qui est une stratégie très efficace. Mais je pense qu'il y a ça, qui est quelque chose qui a donné quand même... Si vous lisez la lettre qu'a écrite Beckett, après, en attendant Godot, il dit « Je ne sais absolument pas ce que j'ai écrit. Absolument pas. » Et je pense que ce rapport à se laisser avoir, pénétrer sans structure, sans conscience, sans objectivité, c'est quand même un peu aussi de la poésie. Et je ne suis pas sûr que le raisonnement ne tue pas un peu la pensée. Et je pense que la pensée... un peu... Vous avez déjà votre réponse, je le sais, mais je finis. Allez-y. Comment ? Allez-y. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a un côté comme ça, il y a une construction, il y a quelque chose de je sais comment ça se passe, qu'il faut faire, etc., qui est certes indispensable, certes efficace. L'auteur est un artisan, l'auteur, on connaît, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est dans le saut dans le vide, dans le mauvais goût. Vous savez, on dérange tellement de gens pour venir au théâtre. La moindre des choses, c'est qu'on les dérange à notre tour. Et je pense que c'est très important de faire des issues de secours dont nous-mêmes, on ne sait même pas pourquoi on les a ouvertes. Il y a quelque chose là qui me semble aussi une voie pour écrire le théâtre. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Que vous êtes pour la coexistence de Oui, tous c'est les ce que je théâtres? disais tout à l'heure. Moi, je ne Non, fais... mais comme vous dites ce qu'il faut faire... Non, je dis ce que je fais. Oui, mais Je vous dites ce que vous pas faites. du tout. Je prétends Si, pas si, du tout. mais quand vous dites... Alexis Michalik a dit qu'il était pour la coexistence de Ouais, tous les Oui, gens. mais j'ai à peu près entendu tout ce qu'il a dit parce Non, mais que c'est d'une clarté exceptionnelle. Si je peux vous répondre. Vous Parce pouvez que- me répondre, Merci. absolument. Sur Mais ce c'est que pas je- du tout agressif, c'est Non, simplement... j'entends. Déjà, je suis entièrement d'accord qu'il y a 15 000 façons d'écrire. Pas qu'une, pas deux, pas trois, pas plein de façons. Non, mais je parlais de la vôtre. Est-ce que ça vous manque pas un tout petit peu de vous abandonner à déjà, quelque chose j'ai qui vous écrit- font J'ai peur? écrit 4 pièces. Oui. J'ai 35 ans. Oui, j'ai encore entendu. plein de choses à Et faire. vous avez 6 Molières, j'ai entendu 5. J'en ai- J'ai j'en ai entendu. quatre, j'en ai quatre. Et ils sont sur votre cheminée et c'est je veux fait. dire, j'ai encore plein de temps devant moi. Hein. Ça se trouve, je vais changer d'avis Non, et je vais non. tester d'autres Et choses. je vous le souhaite pas d'ailleurs parce que c'est très bien comme ça. Mais je veux dire que voilà, je voulais simplement savoir s'il y avait quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas angoissé, vous avez la chance, cette chance-là formidable. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté un peu, tout d'un coup, on ne s'est pas perdu, où vous allez dans un endroit où vous ne savez pas et où il y a peut-être quelque chose qui vit et que vous allez pouvoir capter sans en avoir la géométrie?
Peut-être que ça arrive dans la phase préparatoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, les histoires que je sors, elles ont passé beaucoup de temps à se balader, quoi, avant d'arriver sur le papier. À fermenter. Ouais, à fermenter. Et pendant cette fermentation, elles vont dans plein d'endroits. Et ensuite, oui, c'est vrai, c'est un peu... non, c'est vrai que c'est réaliste, cette façon de faire, de dire, bon, bah voilà, je vais à l'essentiel, en quelque sorte, je coupe le gras, etc. C'est très scénaristique américain, quoi. Oui. Il y a un côté, et je pense que j'ai un côté anglo-saxon très fort sur cette façon d'écrire. C'est clair. Mais après... peut-être que j'écrirai d'une autre manière à un autre moment. Non, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'essentiel, en vérité. Bah, je pense que l'essentiel, c'est que Ça tout le plaise monde... au public, etc. Mais Non. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, en fait. Et moi, je m'exprime mais pour vous. l'instant de cette manière-là. oui. Mais ça ne veut pas dire que je m'exprimerai tout le temps de cette Puis manière-là. après, monsieur là-bas. Ah, excusez-moi. Oui. Moi, je suis obligé de Deux m'arrêter questions. parce que je vais me faire engueuler Mais on par peut Fabienne continuer Pasco. la Deux discussion, questions. euh, Une question après, là. Ah bah attendez, monsieur là-haut, oui, Allez, dites. monsieur dites. là-haut. Je vais être bref, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Dans le cercle des illusionnistes, il y a ce côté très pédagogue que moi je trouve, donc qui est basé donc sur une histoire vraie. À quel point c'est vrai et à quel moment vous savez qu'il faut se détacher de l'histoire vraie et que pour que ça en devienne intéressant et captiver le public justement. C'est une bonne question parce que le cercle des illusionnistes, ça a été la plus dure à écrire pour moi. La plus difficile parce que, bon, déjà, c'était juste après le porteur d'histoire. Et donc, j'avais ce truc de mince, je vais être prisonnier d'un succès, en fait. Je vais avoir une pièce qui aura marché et je vais jamais réussir à en faire une deuxième. Et donc, ça a été la plus difficile. J'ai vraiment écrit beaucoup de versions de cette pièce. Et en réalité, le plus dur, c'était ça. C'est que, en fait, je me suis retrouvé avec deux histoires qui sont deux biopics. Robert Houdin et Georges Méliès. Et au bout d'un moment, c'était comment je parviens à raconter ma propre histoire malgré ces deux biopics qui m'handicapent parce que je peux pas leur faire n'importe quoi non plus avec ces histoires. Je peux pas inventer, je peux pas dire Georges Méliès a tué un homme, je peux pas dire... c'est pas possible en fait. Et au début, il y avait... C'est marrant parce qu'on en revient un peu à ce qu'on disait là à l'instant, mais il y avait beaucoup plus de choses que je racontais. J'abordais des sujets sur l'illusion, sur le pouvoir de l'illusion, sur l'illusion du pouvoir, sur la politique. Vraiment, je partais dans plein de trucs. Et même le cœur de ce... Ah, il faut qu'on y aille, c'est ça. Hein. Je vais parler de plus en plus vite. Le cœur du truc, c'était le voyage de Robert Houdin en Algérie, donc qui était hautement politisé pour convaincre les populations indigènes que la magie française était la plus puissante du monde. Et j'ai écrit 20 pages là-dessus, qui pour moi étaient les meilleurs de la pièce. C'est-à-dire vraiment, ces 20 pages, c'était vraiment ce que j'avais écrit de mieux. Et en fait, j'ai coupé. Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, j'arrive pas à trouver du sens à tout ça. Et donc j'ai coupé. Et au final, il en est ressorti que l'histoire de la pièce, c'est comment on devient artiste. Et c'était tout. Et c'était déjà pas mal. Et ça dure déjà 1h40. Mais voilà, il y a un moment où en fait, on se dit, bon bah... il faut que tout ça ait du sens. Moi, en général, j'écris tout et puis ensuite, je me dis, bon, est-ce que dans ce truc-là, c'est indigeste ou est-ce que... voilà, et c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Donc, Une seule question, je crois que mademoiselle. madame avait très très envie de poser une question tout à l'heure. Vous leviez le doigt très haut, je trouve. Il n'y en a Juste là. qu'une, hein. Absolument. Mais après, je serai dehors. Hein, on pourra... sachez qu'après, Oui, je vais à la vous librairie. vous signez. Ouais, donc je vous signe. pourrez, Enfin, on peut passer, discuter à la madame. librairie du Rond-Point. Vite, une Passer question. après monsieur Jean-Michel Ribes. Une question, madame. J'ose. Je ne pose pas de questions parce que monsieur Jean-Michel Ribes Ah n'a non, pas si posé c'est de pas une questions. Il n'a pas posé de non. questions. Je voulais vous remercier parce que moi, je n'ai vu que le porteur d'histoire et j'ai vu le cercle des illusionnistes. Je n'ai pas encore vu Edmond. Je suis ravie de savoir que vous avez fait un film et je vous souhaite un Oscar pour tenir compagnie aux 4 Molières. Voilà. Voilà, Eh c'est bien, la ça se meilleure terminera manière de terminer. là-dessus. Merci à tous. J'ai envie de dire merci maman et merci à tous. Passez une excellente soirée, merci beaucoup.